Le 28 juin 1919, on se presse devant les grilles du château de Versailles comme aux portes d'un théâtre. La prestigieuse galerie des glaces sert de décor à une mise en scène soignée dans laquelle les vainqueurs font courber la tête aux vaincus. Et c'est ainsi qu'en croyant baisser le rideau sur la Der des Der, on frappe les 3 coups pour de nouveaux conflits. Galilée retrouve les acteurs du traité de Versailles figés pour l'éternité dans un instantané de l'époque. Versailles, 1919. Le traité qui met fin à la Première Guerre mondiale vient d'être signé dans l'enthousiasme général. Derrière l'impression de cohésion et d'harmonie, que peut-on savoir des tractations qui ont eu lieu ici ? Versailles, 1918-1919. Image d'une paix rêvée. On veut croire ce jour-là à la Der des Der. Dans la galerie des glaces du château de Versailles, à la table de conférence, les plénipotentiaires représentant les forces alliées nous font tous face. Il s'agit d'un tableau de Sir William Orpen, présenté au musée de la guerre à Londres. Nous découvrons Lloyd George, représentant le Royaume-Uni. À sa droite, le président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson. Puis Vittorio Orlando pour la République italienne. Clemenceau est placé au centre du tableau. Ce tableau représente le moment crucial où le plénipotentiaire allemand signe le traité de Versailles, préparé par les Alliés. Alors je crois que ce tableau représente des gens qui gagnent la guerre, mais justement en aucun cas qui sont en train de gagner la paix. Les délégués allemands dans ce tableau existent très peu. Ils existent au fond par leur position corporelle de soumission. On voit juste les cheveux du ministre des Affaires étrangères allemand, Bell. On voit un peu mieux de profil donc le deuxième plénipotentiaire. Et je crois que le tableau, en les présentant dans cette position à la fois humiliée et presque anonyme pour le signataire principal, capte très bien au fond cette humiliation volontaire qui est à la racine même du traité de Versailles. Face à eux, évidemment, c'est l'ensemble des vainqueurs, c'est l'ensemble des alliés et l'artiste, très volontairement, les représente à la fois nombreux et groupés, en cherchant à en mettre le plus possible sur la toile. Et donc, ils font face, évidemment, et regardent ce moment clé de la signature. Au centre, le plus important, c'est le président de la conférence. C'est Clemenceau, ici, qui tourne légèrement le dos à Wilson, qui paraît lire un journal à un moment pourtant aussi crucial. Les vainqueurs, donc, eux, fixent leurs vaincus, si on peut dire, ceux qu'ils ont vraiment à leurs mains ce jour-là. Au moment de la signature du traité de Versailles, la France et l'Europe viennent de traverser 4 ans d'une guerre dévastatrice. Il a fallu mobiliser en tout 45 millions de soldats et on compte, en 1918, 6 millions de victimes. La guerre de 14-18 a été l'occasion d'une débauche de propagande basée sur l'affiche, la photographie, la presse et le cinéma. Novembre 1918, la boucherie touche à sa fin. Les peuples d'Europe sont exténués de cette guerre qui n'en finit pas. Le front traverse la Belgique et l'est de la France. Au sud, il longe la frontière de la Vénétie. À l'est, il départage la Serbie et la Hongrie. En France, Clemenceau est le héros de la guerre, celui que l'on surnomme le Tigre, le père la victoire. En novembre 1918, au moment de l'armistice, dans l'euphorie de la victoire, il rêve d'imposer ses conditions aux empires centraux qui ont gardé toute leur puissance et l'intégralité de leur territoire. Sept mois plus tard, au moment de la signature du traité de Versailles, cette volonté reste-t-elle compatible avec le souhait d'une paix durable ? À Versailles, nous allons enquêter dans les lieux mêmes où se sont déroulés les pourparlers de paix et où a été signé le traité pour confronter l'imagerie avec ce qui s'est vraiment passé. C'est ici que sont arrivées les 32 délégations alliées venues signer le traité avec l'Allemagne, représentées seulement par 2 diplomates, messieurs Bell et Müller.
Donc en fait, Clémenceau est entré, n'est-ce pas, par cette porte dans la Galerie des Glaces vers 14h15, dans une salle qui était déjà entièrement remplie des invités et de la plupart des autres plénipotentiaires. Au lieu de se diriger vers le centre, c'est-à-dire vers la place de sa présidence, donc à la table des Alliés, Clémenceau fait exactement l'inverse. Il se déplace en fait vers la fenêtre qui se trouve en face de la place présidentielle, ici, et là, n'est-ce pas, il va saluer une délégation de gueules cassées et de grands mutilés de guerre. Et Clémenceau, donc, se dirige vers eux, les salue un par un, et leur dit, vous étiez dans un mauvais coin, ça se voit. Ce qui est vraiment un culot que seul Clémenceau, sans doute, pouvait se permettre avec le monde combattant. Les Allemands, par conséquent, étaient obligés de passer devant, n'est-ce pas, les gueules cassées, de leur tourner le dos et de s'asseoir, n'est-ce pas, à la table de signature avec ces grands mutilés, tous en uniforme, bien sûr, avec leur décoration, hein, et d'avoir le regard de reproche de ces grands mutilés dans leur dos pendant la signature. Donc dans leur dos, le reproche des mutilés, devant eux, le reproche des alliés, des vainqueurs qui les regardent. Ceci, ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette délégation de mutilés dans le tableau de Hopper, on aurait dû la voir. Elle devrait être, n'est-ce pas, dans la glace qui est devant moi, et justement, ce qui est très frappant, c'est que le tableau ne la montre pas. Le public est repoussé donc tout à fait au bout de la galerie, au fond de ce côté et de l'autre. Et par conséquent, il ne voit rien puisqu'il n'y a pas d'estrade. Et donc très naturellement, le public se lève. Le public se lève, regarde, et il y a un mouvement permanent de gens qui se lèvent, qui s'asseyent, qui bougent en tous sens pour essayer de voir ce qui se passe. Et les contemporains ont été extrêmement frappés finalement de ce mélange de solennité, de mise en scène, et en même temps de désordre, hein, qui est tout à fait caractéristique de la signature du 28 juin 1919. Pendant la signature du traité, une foule immense s'est rassemblée dans les jardins. Tout le monde veut voir Georges Clémenceau, l'homme du jour. Dès la fin de la cérémonie, la foule est prise d'un enthousiasme frénétique et semble prendre d'assaut le château. Le seul à concurrencer Clémenceau, c'est le président Wilson, qui a été accueilli à Paris comme le champion de la paix. Derrière l'impression de cohésion, le camp allié est lui-même agité par de profondes rivalités. Les États-Unis se considèrent uniquement dans cette affaire comme les associés de la France et du Royaume-Uni, par exemple, mais en aucun cas leurs alliés. Parce que, effectivement, la conception de Wilson de l'avenir est tout à fait différente. Il était visionnaire en ce sens qu'il pensait que l'avenir de la paix devait être fondé sur un accord entre les nations et sur un organisme qui permettrait justement de régler les conflits, cet organisme qu'il appelait la Ligue des Nations et qui fut la Société des Nations. Mais pour la France, la priorité c'est d'abord d'affaiblir l'Allemagne. Ainsi, pour Clémenceau, le choix de Versailles n'est pas innocent. Il s'agit d'affirmer la puissance de la France, sa grandeur historique, la gloire de ses armées, de faire oublier la défaite de 70, de se présenter comme l'artisan principal de la victoire et d'imposer le redécoupage de l'Europe pour retrouver une position hégémonique. Mais les Français eux-mêmes sont divisés. L'opinion avait cru que celui qui avait été un tigre dans la guerre serait un tigre dans la paix. Il n'en fut rien pour une raison très simple. C'est que Clémenceau a très vite compris que l'essentiel pour l'avenir, c'était de maintenir la bonne entente entre la France d'un côté, le Royaume-Uni et les États-Unis de l'autre. Et que pour maintenir cette bonne entente, il était nécessaire d'accepter un certain nombre de compromis. Contre Clémenceau, une immense partie de l'opinion publique, menée par les militaires, refuse tout compromis. À l'époque, on dit qu'il faut faire payer le Boche. Il y avait tout un courant en France qui allait être personnalisé d'une part par le président de la République, mais qui se trouve un peu en retrait, mais surtout par le maréchal Foch, tout un courant qui pensait qu'il fallait enlever la rive gauche du Rhin à l'Allemagne et que la frontière militaire entre les deux pays se trouve sur le Rhin.
L'enthousiasme des peuples d'Europe au moment de l'armistice ne tarda pas à se muer en tristesse, en amertume, puis en colère. La France retrouvait bien sûr l'Alsace et la Lorraine, mais nulle assurance ne lui était accordée pour sa sécurité future. Les peuples d'Europe, vainqueurs et vaincus, étaient mécontents du sort qui leur était réservé par les traités qui complétaient le traité de Versailles et aboutissaient au démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Nous sommes ici à Trianon Palace. C'est là qu'a été signé le traité de paix avec la Hongrie le 4 juin 1920. Et ce que ne laisse absolument pas deviner le décor luxueux et superbe qui est juste derrière moi, c'est que le traité qui a été signé ici était vécu par les Hongrois comme une injustice épouvantable, un traumatisme, comme si on avait découpé leur pays à coups de hache. Ce que les gens trouvent en rentrant au pays, c'est bien souvent la misère et la perte de quantité de repères. Et puis c'est aussi une terrifiante perte d'identité pour des quantités de gens qui ont eu l'habitude de vivre dans ce cadre qui était celui de l'Empire austro-hongrois. Cet empire austro-hongrois, ainsi que l'Empire ottoman, sont démembrés par le traité de Versailles. L'Europe voit apparaître une multitude d'États nouveaux, dont la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Il y a une volonté incontestable d'assurer une paix durable, plus juste, mais cette volonté, elle est viciée parce qu'il y a aussi le désir de revanche. On a tellement souffert et au total, on a une paix qui n'en est pas vraiment une et qui crée des quantités de ressentiment, de volonté de revanche. Le président Wilson avait affirmé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc à être indépendants ou à se retrouver dans des États qu'ils construisaient sur les ruines d'Autriche-Hongrie. Ça s'est souvent plutôt mal passé. La guerre d'ailleurs ne se fait pas attendre. Les frontières orientales de la Pologne n'étant pas fixées, ce pays engage immédiatement les hostilités contre la Russie des Soviets, qui doit reculer au-delà de ses frontières. L'Europe, après le traité de Versailles, ne va connaître ni paix ni stabilité. Et pourtant, à Versailles, ce 28 juin 1919, on avait cru construire une paix définitive.